Bonjour. Alors tout d'abord, nous remercions le Musée des Arts et Métiers de nous accueillir dans cette si belle salle collection communication et également l'ENAS pour l'organisation de cette conférence. Donc justement, la conférence qui porte sur le thème « L'assurance face au changement climatique, quels enjeux et quelles perspectives ?» Et donc pour commencer, je souhaiterais tout d'abord vous présenter nos intervenants du jour. Donc Christelle Castet, climatologue chez AXA Climate. Nous avons ensuite François Garot, responsable de la mission responsabilité sociétale des entreprises auprès du COMEX Generali et également président de la commission développement durable de la Fédération française des assurances. Et enfin, François Lanavert, directeur commercial chez AXA Climate. Donc, tout d'abord, en fait, ce qui est important avant même de parler du fond de l'assurance, c'est de comprendre qu'est-ce que le changement climatique. Donc, on va commencer tout de suite par donner la parole à la science avec notre climatologue, Christelle. Est-ce que vous pouvez donc nous éclairer rapidement sur le changement climatique ? Je vous remercie Audrey de me donner la parole. C'est important, c'est vrai, d'utiliser les sciences comme fil conducteur lorsqu'on parle de risques climatiques et d'assurance. Donc le changement climatique, peut-être que je peux rappeler brièvement de quoi il s'agit. Donc on a l'effet de serre, comment ça fonctionne, c'est que le soleil, qui est notre principale source d'énergie, va réchauffer la Terre va émettre de l'énergie à son tour, et les gaz à effet de serre qui sont présents naturellement dans l'atmosphère, comme la vapeur d'eau ou le dioxyde de carbone, vont agir comme une couverture autour de la Terre. Ils vont capter cette énergie et réchauffer la Terre. Alors, le problème, c'est que nos émissions de gaz à effet de serre, à cause de l'activité industrielle, par exemple, génèrent des gaz à effet de serre. Et cette augmentation de ces concentrations de, par exemple, CO2 dans l'atmosphère, c'est des concentrations aujourd'hui qui dépassent les seuils atteints depuis au moins 1 million d'années. Eh bien, ces augmentations de concentration de CO2 vont créer un effet de serre additionnel. Et aujourd'hui, on a atteint un réchauffement d'à peu près 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Plutôt bien représenté ici, puisqu'on est dans le musée du CNAM avec toutes ces machines qui datent de cette époque. Et du coup, quand vous parlez d'un réchauffement moyen de plus 1 degré, est-ce que ça signifie par exemple que la température a augmenté de 1 degré partout sur la Terre ? Alors non, là, dans ce cas-là, le GIEC parle de moyenne globale. C'est des moyennes qui sont calculées sur 30 ans, sur tout le globe terrestre. Et puis, c'est des moyennes des perturbations par rapport à l'ère pré-industrielle, comme je disais, les années 1850-1900. Ce qui fait que localement, quand on regarde sur des espaces de temps plus courts ou des échelles plus courtes spatiales, eh bien, on se rend compte qu'il y a des grosses disparités. Par exemple, en Arctique, l'Arctique, les températures se réchauffent 2 fois plus rapidement que dans le reste du globe, ce qui fait qu'on peut atteindre des anomalies de température, par exemple en 2016 et 2018, de au moins 6 degrés pendant ces hivers-là. Ensuite, le changement climatique s'est accompagné d'autres choses que ces augmentations de température. Donc, on a par exemple l'augmentation du niveau de la mer, on y reviendra peut-être. L'acidification des océans qui sont liées à la captation de CO2 par les océans. Il y a aussi une augmentation des extrêmes, des événements extrêmes. Voilà. Oui, vous avez un peu devancé ma question. J'allais vous demander s'il fallait plutôt parler de réchauffement climatique ou de changement climatique. Ah oui, alors le réchauffement climatique, c'est vrai que c'est une belle image pour parler de cette augmentation des températures. Quand on parle de changement climatique, c'est plus englobant. On imagine on peut visualiser qu'il y a beaucoup plus d'impact que juste l'augmentation des températures. Et d'ailleurs, le GIEC parle des changements climatiques au pluriel parce qu'il y a beaucoup de conséquences du changement climatique. Et donc, vous évoquiez les phénomènes extrêmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et qu'est-ce que cela signifie ? Alors oui, c'est vrai que quand on parle de l'augmentation des températures, on dit qu'elles sont souvent accompagnées par une augmentation de l'intensité ou des fréquences des phénomènes extrêmes. Alors quelque chose qui est facile, avec les vagues de chaleur par exemple, comme la température augmente moyennement, bien les événements extrêmes qui sont plutôt en queue de distribution vont mécaniquement augmenter également. Donc on a une augmentation des vagues de chaleur par exemple avec des températures un peu extrêmes comme celles qu'on a subies à Paris il y a 2 ans avec des températures de 43 degrés. Il y a aussi d'autres phénomènes extrêmes comme les augmentations des précipitations. Alors, une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau,
1 degré de température en plus, c'est à peu près 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Ce qui fait que les précipitations deviennent plus intenses. Ensuite, il y a d'autres phénomènes extrêmes, comme par exemple les augmentations des vagues de chaleur, notamment dans le bassin méditerranéen. Tous ces sujets sont assez complexes et demeurent dans le milieu de la science. Cette attribution des phénomènes extrêmes au changement climatique est un sujet assez compliqué. D'accord, très intéressant. On entend du coup beaucoup parler, comme vous l'évoquiez, de l'augmentation du niveau de la mer. Et du coup, est-ce que, par exemple, concrètement, ça voudrait dire que d'ici quelques années, on pourrait croire que New York serait amené à disparaître, par exemple? Vous avez peut-être en tête les images de l'ouragan Sandy en 2012 qui avait causé des grandes inondations à New York. Exactement. Alors, il faut savoir que l'augmentation du niveau de la mer en soi pose des vrais problèmes, puisque par exemple, lors des marées hautes, certains phénomènes de marée un peu extrêmes causent des inondations. Sur la côte est des États-Unis, Miami, New York, par exemple, subissent des inondations à cause de marées. Il y a aussi des problèmes avec les petits États insulaires qui, d'ici la fin du siècle, seraient peut-être amenés à disparaître avec une augmentation du niveau de la mer qui pourrait atteindre plus de 1 mètre d'ici la fin du siècle. Et on a déjà, il faut le dire, vécu une augmentation de 20 cm au cours du dernier siècle. Donc il y a vraiment une augmentation de ce phénomène, une accélération de ce phénomène-là. Il y a aussi d'autres problèmes liés à cause du niveau de la mer, mais liés à l'activité humaine, c'est la subsidence des côtes. Lorsqu'on ponctionne trop d'eau dans les nappes phréatiques sous les villes. Par exemple, le cas de Jakarta, la capitale indonésienne, qui va devoir déménager parce qu'on a prélevé trop d'eau souterraine et la capitale est en train de s'affaisser de 1 à 10 cm par an. Mais alors, ces phénomènes d'augmentation du niveau de la mer posent aussi un problème parce qu'il y a un lien cumulé avec les phénomènes extrêmes comme les ouragans et les tempêtes, notamment l'ouragan Sandy. Si le niveau de la mer augmente, eh bien, les inondations côtières vont augmenter d'autant plus. Et par exemple, le GIEC dit qu'il y aura d'ici 2050, les phénomènes qui normalement ont lieu une fois tous les 100 ans pourront devenir beaucoup plus récurrents dans beaucoup de géographies et pourraient devenir des phénomènes annuels d'ici 2050. Alors, excusez-moi, juste pour préciser, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le GIEC ? Oui, c'est le groupement international d'experts sur le climat qui soumet des rapports qui font l'état des lieux des sciences du climat tous les 7 ans environ. Et d'ailleurs, le prochain rapport va être publié cet été, je crois. D'accord. Merci beaucoup, Christelle. Alors, François Lanavert, ce dont nous parle Christelle, est-ce que ça se ressent au niveau de la sinistralité payée par les assureurs ? Alors, au niveau des assureurs, ce que dit Christelle, ça se matérialise sur les sinistres d'intensité et ce que les assureurs vont appeler la sinistralité 4. En fait, les assureurs voient 2 choses dans cette sinistralité 4. Ils voient les périls primaires. Un péril primaire, c'est par exemple un cyclone, un séisme, une tempête hivernale en France, et les périls secondaires. Les périls secondaires, c'est plus l'inondation fluviale, la submersion marine, la sécheresse. Bien sûr, on reviendra sur la sécheresse et les feux de forêt. Alors, au niveau mondial, il faut faire appel aux réassureurs pour avoir des données intéressantes et des données sur le long terme. De ces données, il y a 2 sources de préoccupation majeures. Premièrement, sur 50 ans, entre 1970 et 2020, on est passé de 50 événements en 1970 à 189. Je parle en nombre d'événements, en une année. Donc de 50 événements en 1970, 189 en 2020. Donc déjà, il y a une première inquiétude, première préoccupation sur le recensement du nombre d'événements. La deuxième inquiétude, c'est sur le coût, naturellement. Depuis 1970, les 6 années qui ont généré plus de 80 milliards de dollars de dommages assurés, ces 6 années-là ont toutes eu lieu depuis 2005. Donc avant 2005, on n'avait aucune année à plus de 80 milliards, et là, désormais, depuis 2005, on en a 6. Donc il y a vraiment une préoccupation majeure. Alors, les explications, ce n'est pas uniquement le changement climatique. Il ne faut pas être manichéen. Il y a d'abord une première explication qui est l'augmentation de la population, et une deuxième explication fondamentale qui est l'augmentation des valeurs assurées dans les zones sinistrées.
par exemple, naturellement, toute la côte est des États-Unis, mais également la côte ouest. Alors, maintenant, reprenons un petit peu, changeons de vision, passons du monde à la France. En France, comme vous le savez, nous avons un système public-privé avec un réassureur qui est la Caisse centrale de réassurance, qui se charge donc de calculer la sinistralité annuelle des événements catastrophes naturelles. Et en 2018, la CCR fait un premier scénario, on a parlé du GIEC, et donc le GIEC fait un certain nombre de scénarios. La CCR s'inspire du scénario du GIEC, le scénario qui est le plus pessimiste, qui est malheureusement le scénario dit « business as usual ». Et dans ce scénario, dit RCP 8.5, la CCR va déterminer qu'il y a une augmentation du S sur P de 50% d'ici 2050. Donc, c'est assez simple à retenir, plus 50% de S sur P d'ici 2050. Ça représente à petit peu près une augmentation de 1,5% par an. Le premier poste qui va être amené à augmenter, c'est déjà le premier poste aujourd'hui en France, qui est le poste de la sécheresse. Donc la CCR intervient sur les sinistres de sécheresse. Encore vendredi, le ministère a donc déclaré un certain nombre de zones du nord de la France reconnues catastrophes naturelles pour leur sécheresse. La sécheresse va avoir un impact majeur sur le bâti et sur la contraction des sols, va créer des fissures dans le bâti et donc va créer de la sinistralité dans le bâti, pas seulement de la sinistralité dans le domaine agricole, comme on peut le penser dès qu'on pense sécheresse, on pense agricole. Donc ce poste-là va augmenter de 23%. Christelle, tout à l'heure, nous a parlé de New York, de Sandy, mais à notre plus petite échelle, ce n'est pas Jakarta qui va disparaître, c'est la Bretagne qui ne va pas disparaître, mais la Bretagne va être impactée par l'augmentation du niveau de la mer. Et en Bretagne, il y a cette augmentation du niveau de la mer et une concentration de valeur. Ça va être un poste qui va augmenter de 83% d'ici 2050. Donc un poste qui va augmenter de façon absolument majeure. Et la question du financement va se poser, la question du financement de cette nouvelle sinistralité. Enfin, et votre question tombe à pic, et cette conférence tombe à pic, puisque la semaine dernière, l'ACPR, vous savez, qui est l'organisme de contrôle des autorités bancaires et des assureurs, l'ACPR a rendu un certain nombre de stress tests. C'est-à-dire que les assureurs se sont prêtés à un exercice de stress tester leur sinistralité en scénario RCP 8.5, également le scénario business as usual. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que si les assureurs veulent conserver leur rentabilité actuelle, ils doivent augmenter leurs primes entre plus 2,8 et plus 3,7% par an. Alors vous allez me dire, ça ne représente pas beaucoup, d'autant plus que il y a beaucoup de courtiers qui vivent l'augmentation des primes sur des grands programmes dommages, et ça ne représente pas beaucoup. Sauf que si on regarde ça sur 2050, sur un horizon de 2050, c'est une augmentation moyenne de plus 172%. Et quand vous la comparez à l'augmentation du PIB, qui est de plus 133%, on se retrouve avec un problème qui devient un problème politique, un problème social, qui est les primes augmentent plus vite que le PIB. Donc, plus vite que les revenus des principaux foyers. Et donc, se pose la question de savoir si les citoyens français vont pouvoir faire face à cette augmentation. Donc, vous voyez, très cher Audrey, que les assureurs sont conscients de ces problèmes-là et sont on dépense beaucoup d'énergie aujourd'hui et de moyens à comprendre ce qui va se passer et d'anticiper. Est-ce que, François Garot, vous souhaitez compléter Non, ce qu'on peut observer, ce qui était dit sur le réchauffement depuis l'ère post-industrielle et les impacts complètement inédits et non encore complètement intégrés dans nos chaînes de valeur assurantielles. On n'est pas aujourd'hui en capacité de répondre d'une manière aussi fine que les prévisions telles que viennent de le faire et les a proposées dans le cadre des stress tests. La difficulté, elle va être technique, évidemment. Elle va être politique, ça vient d'être évoqué. La difficulté, elle va être aussi de repenser l'industrie de l'assurance telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque sinon, si nous ne nous posons pas maintenant les questions sur des événements dont on sait qu'elles vont augmenter en fréquence et en intensité, on va se poser la question de l'assurabilité, voire de l'inassurabilité, soit de certaines activités, soit de zones géographiques. Quel assureur faut se rappeler ce qu'est le fondement de l'assurance. L'assurance,
S'il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas d'assurance. C'est pas nous qui le disons, c'est le code des assurances. Ou alors le prix est égal au coût du sinistre. Ça n'a pas de sens. Et donc, comment on réorganise une mutualité entre effectivement l'ensemble de nos clients? Comment on intègre l'espace et les pouvoirs publics dans cette mutualité, dans cette gestion? C'est vrai que le système des 4 NAT est unique en Europe et dans le monde, je crois. Je ne crois pas, enfin, à ma connaissance, qu'il y ait de système comparable dans le monde. Et donc, la question, elle est là. Et donc, comment on va collectivement, dans notre industrie, intégrer en fait ces dimensions? Comment on va pouvoir les prévenir? Parce que comment on va pouvoir les atténuer? C'est en fait ce que vous disiez tout à l'heure sur les phénomènes de concentration de richesse qui augmentent la valeur du coût de la matière assurée. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que, vous l'avez précisé très clairement, c'est des biens et des assurés. Mais en fait, la valeur économique, les pertes économiques, elles sont au moins égales à 50%. En gros, si je prends l'impact de ces phénomènes climatiques, en réalité et en vrai, ça va bien au-delà de la matière assurée et garantie. Il y a des choses qu'on ne sait pas assurer, il y a des risques qu'on ne sait pas assurer, parce que ce n'est pas assurable ou on ne sait pas les tarifer, on ne sait tout simplement pas le faire. Alors, il y a des solutions, je pense que vous en parlerez tout à l'heure, mais il y a des choses, mais ça va bien au-delà. Et donc l'impact économique et social est bien souvent plus violent qu'on l'imagine. Et donc du coup, les coûts, on pourrait facilement, pour avoir le véritable impact économique, on pourrait facilement les multiplier par 2 au moins, je pense. Très intéressant. Et du coup, vous, François Lanavert, qui êtes directeur commercial chez AXA Climate, donc expert de l'assurance paramétrique, est-ce que vous pensez que ce type d'assurance soit un palliatif pour les entreprises, justement, dont on parlait, sujettes au changement climatique? Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer rapidement en quoi consiste l'assurance paramétrique? Et ensuite, voilà, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Et notamment, est-ce que vous considérez que c'est l'avenir de l'assurance? Alors, l'assurance paramétrique, c'est un outil, c'est un produit d'assurance, c'est un contrat d'assurance régi par le Code des assurances, qui est un outil mis à la disposition des intermédiaires d'assurance et des acheteurs d'assurance pour compléter une vision indemnitaire, le recours à un marché indemnitaire. Donc c'est un outil de financement du risque, comme tout produit d'assurance, c'est un outil de financement du risque. Alors, le principe de l'assurance paramétrique, c'est que... moi, je suis expert des produits d'assurance paramétrique sur le climat. Donc, on va prendre un indicateur climatique et on va faire de cet indicateur climatique le déclencheur d'un droit à être indemnisé pour le client. Autrement dit, ça n'est plus la survenance de l'événement et la visite de l'expert qui va faire la matérialité du sinistre, mais c'est l'indicateur climatique et la déclaration de sinistre de l'assuré qui va donc faire le déclenchement de la garantie d'assurance. Donc c'est une assurance, c'est un contrat d'assurance avec une spécificité qui est donc on ne se fie plus au passage d'un expert pour évaluer un sinistre, on se fie à la force du vent, les secousses sismiques, on va se fier à la température, on va se fier à une pluviométrie. Donc, est-ce que ça a de l'avenir? Bien sûr que ça a de l'avenir. Ça a de l'avenir d'abord parce que vous avez au niveau mondial beaucoup de données climatiques, beaucoup plus de données climatiques et des données climatiques beaucoup plus précises. Et vous avez notamment un développement absolument considérable des technologies satellitaires. Et donc, à l'aide aujourd'hui d'un satellite, je peux, par exemple, pour assurer un agriculteur, je peux mesurer le volume d'humidité qu'il y a dans les 10 cm du sol de son champ. Et ces technologies-là n'existaient pas il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Nous l'avons aujourd'hui, nous pouvons l'exploiter, et donc ça nous ouvre des perspectives très, très, très grandes. Donc, c'est l'avenir, oui, parce qu'il y a plus de technologies. C'est aussi l'avenir pour des territoires où il y a un sous-développement de l'infrastructure d'assurance. Par infrastructure d'assurance, j'entends des réseaux de distribution organisés, des réseaux d'expertise organisés. Et donc, l'assurance paramétrique, historiquement, a trouvé de grands développements dans les pays en voie de développement pour venir assurer des populations qui n'ont pas accès à l'infrastructure d'assurance.
Il faut vraiment se représenter que cette infrastructure d'assurance, nous en France, partout dans un village, il y a des agents généraux, il y a des courtiers, il y a la Poste. La Poste fait aussi de l'assurance. Donc l'infrastructure d'assurance, elle est partout. Dans certains pays, ça n'est pas le cas. Et donc, voilà. Je pense que ça a aussi un avenir parce que l'assurance paramétrique vient traiter un mécontentement très très fort de l'assurance traditionnelle, à savoir l'expertise humaine. Et donc, quand vous avez une expertise humaine, vous avez quelqu'un qui est payé par une compagnie d'assurance, donc qui défend les intérêts de la compagnie d'assurance. Alors vous, en tant que client, vous allez prendre une contre-expertise pour défendre vos intérêts. Et il y a une confrontation, forcément. L'assurance paramétrique utilise des indices qui sont neutres, qui sont fournis par Météo France, par le ministère de l'Agriculture, par des organismes publics qui n'appartiennent pas à la compagnie d'assurance, qui n'appartiennent pas aux clients assurés. Et il y a un juge de paix qui est très voilà. Donc il y a effectivement de l'avenir dans cette industrie-là, et en particulier sur les périls climatiques, puisque les industries sont les entreprises, comme le montre chaque année le baromètre du World Economic Forum, les dirigeants sont très très préoccupés par ces périls climatiques. Et l'assurance paramétrique, ça va vraiment se concentrer sur le phénomène climatique, le comprendre et venir l'assurer. Donc on peut considérer que c'est déjà un premier type de palliatif aux entreprises un peu sujettes au changement climatique. Alors, on peut considérer que, plutôt que palliatif, permettez-moi d'employer le terme mieux-être. Moi, l'assurance paramétrique est mieux disante que certains volets de l'assurance indemnitaire. On va peut-être revenir dessus, mais très récemment, il y a eu une grosse vague de gel en France. Moi, je suis convaincu, en tout cas par les retours que nous avons eus de nos assurés, qui ont reçu aujourd'hui leur indemnité, contrairement sans doute à la plupart des vignerons qui ont très probablement vu le passage de l'expert chez eux, mais qui attendent qu'il y ait un vrai calcul de leurs pertes. Les clients d'AXA Climate sont indemnisés. Et du coup, est-ce que vous pensez à d'autres mieux-disants, comme vous le disiez, que l'assurance paramétrique, peut-être même en amont de l'assurance? Alors, en amont de l'assurance, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement il faut regarder la chaîne de valeur du traitement du risque. Et donc, cette chaîne de valeur, elle commence par la prise de conscience du risque. Entre les dirigeants qui déclarent chaque année au World Economic Forum « je perçois bien les risques climatiques en haut à droite comme étant des choses très préoccupantes avec des très grandes intensités », et la réalité du terrain qui est celle d'un pilotage des risques à un horizon de 3 ans, il faut changer cet horizon. On parle parfois dans notre économie de la tyrannie des horizons, parce qu'un horizon à 3 ans, c'est plus facile à traiter qu'un horizon à 10 ans ou à 20 ans. C'est plus facile à financer en interne dans une entreprise. C'est plus facile de tenir un discours sur des horizons très courts que des horizons plus longs. Mais si nous sommes ici à l'ENAS, c'est aussi pour parler à des étudiants dont les horizons sont plus longs, plus lointains. Eh bien, déjà cette première prise de conscience, ça va permettre d'emmener les entreprises. Et donc, cette première prise de conscience, elle démarre, comme l'a dit Christelle tout à l'heure, elle démarre par la science. Donc nous, notre première conviction, c'est de la science, de la sensibilisation. Notre deuxième conviction, c'est d'aider à la projection, donc concrètement de venir expliquer à une entreprise comment son business plan se projette sur 20 ans, 30 ans, et quels sont les risques climatiques qu'elle ne voit pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si je consulte des cartes de péril inondation, j'ai mon péril inondation de l'année, des 12 prochains mois. Et la plupart des contrats d'assurance sont à échéance 12 mois. Donc on est très court terme. Mais voyons le risque d'inondation plus lointain. Et le risque de submersion marine en Bretagne, ce n'est pas cette année qui va se matérialiser. Probablement pas, mais c'est à l'horizon 2050. Et donc on a cette très très forte conviction qu'il faut, nous en tant qu'assureurs, qu'on emmène les assurés sur un horizon plus long pour les aider à voir, parce que c'est des horizons long terme qui se préparent à court terme. Et c'est à court terme qu'on va pouvoir agir et trouver des solutions pour 2050.
Et du coup, François Garot, en tant que justement président de la commission de développement durable à la FFA, je pense qu'il y a peut-être vous avez quelque chose à ajouter sur ce point en termes Ce qu'a d'anticipation. dit François est très juste, hein. Il parle de la tragédie des horizons. La difficulté sur ces sujets, puisque il ne faut pas oublier qu'un assureur, c'est d'abord un manager de risque. Et François vient rajouter une dimension très importante, qui est un manager de risque dans la durée. Les horizons de temps pour un assureur, on va dire lambda, moyen, on est au demi-siècle. Si on prend un client, on l'a 25 ans en épargne, pour le cas de la vie, et puis on va probablement l'avoir au moins autant en réversion. Donc ça nous fait 50 ans. Donc on doit, en tant que gestionnaire d'actifs, être capable de se projeter à des horizons très longs. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit désormais, encore plus qu'avant, partager avec nos clients. C'est-à-dire, on doit arriver, et là je rejoins ce que dit François, à trouver des voies et des moyens en matière de pédagogie, d'éducation, à accroître la culture du risque. Alors il y a des tentatives qui sont pour certains courtiers spécialisés et certains agents voilà, qui le font très naturellement. Mais c'est vrai qu'on va passer d'un stade de vendeur de produits, de solutions, à un accompagnement beaucoup plus pédagogique sur cette culture de risque. Et le risque climatique est pas aussi... comment dire, tout le monde, on est sur des niveaux café du commerce, enfin, les gens parlent, ils sentent, etc. Mais quand on pose une question à un dirigeant, que ce soit un TNS, que ce soit une petite entreprise ou une PME ou une grosse boîte, cher dirigeant, quels sont vos objectifs à 3, à 10 ans? Vous êtes où dans 10 ans? Et on dit voilà, je suis là, je vais faire ça, je vais augmenter mon chiffre d'affaires, je vais augmenter mes effectifs, je vais me diversifier, je vais faire de l'export, très bien. Puis maintenant, citez-moi les trois cas des périls qui vous empêcheraient d'atteindre ces objectifs. Et le climat n'apparaît jamais. Et on leur dit, mais dans votre supply chain, vous n'êtes pas dépendant de telle matière première. Si elle ne peut plus arriver, quelle est la sensibilité de vos fournisseurs au risque climatique? Ah ben ça, je n'ai pas vu. Vos collaborateurs, vous savez où ils habitent, normalement, puisque vous les payez. Vous savez donc les géolocaliser. S'il y a un pont qui s'effondre suite à une montée des eaux ou à un éboulement, quelle est la sensibilité de votre entreprise aux événements climatiques? Ah ben ça, j'en sais rien. Tout ça, maintenant, la data, et ce qu'évoquait François est très juste, et la science, merci, nous y aide énormément, nous permet effectivement d'accompagner, de faire de la prévention de plus en plus en amont, et d'intégrer dans la chaîne de valeur l'ensemble de ce qui peut disrupter l'entreprise. Et cette culture-là, elle démarre. Ça veut dire, on en reparlera probablement après, que la culture du risque, elle va aussi changer les profils, je dirais, des assureurs, en termes de compétences, en termes de savoir-faire, de savoir-être. On va être sur des registres où l'éducation, l'accompagnement longitudinal, on n'est pas juste flat, je te vends un contrat, la souscription, puis après je suis là, évidemment, quand ça se passe mal, parce que voilà, il y a un sinistre, et puis de temps en temps, on majore, voilà. Non, il va falloir qu'on soit technologiquement parlant, et le digital va nous y aider d'ailleurs, de plus en plus présent, et donc on va augmenter progressivement notre niveau pédagogique sur cette culture de risque. On va augmenter aussi progressivement notre surface de contact vis-à-vis de nos clients. Et ça, la techno va nous y aider. Et ça, c'est pas disruptif, il ne faut pas rentrer, parce que les GAFAM le font depuis bien plus longtemps que nous, mais pour l'assureur, ça va aussi changer beaucoup de choses dans sa façon de traiter le sinistre. Et ça va probablement même, j'irai jusqu'à dire, il y a eu une consultation de l'EIOPA il y a peu de temps sur l'impact underwriting, une enquête, notre organisme, c'est l'ACPR à l'échelle européenne, si vous voulez, qui se posait des questions sur la durée du contrat, qui se pose des questions sur est-ce que c'est une garantie ou est-ce qu'on garantit une chaîne de valeur complètement, et on essaye de voir les moments de rupture et donc derrière de conditionner, voire d'associer le rôle de l'assuré dans la réalisation de la garantie. C'est-à-dire, est-ce que si vous avez fait ça, bah, c'est un peu du paramétrique, mais inversé, à ce moment-là, vous êtes garanti. Si vous ne l'avez pas fait, ça va réduire ou votre indemnisation ou ça va augmenter la franchise. Et donc, c'est une autre façon d'imaginer la coopération et la relation commerciale entre un assureur et un assuré. Demain, je pense que ça, c'est encore c'est pas des terrains incognita, il y a quelques exemples dans le monde, mais en tout cas, c'est pas la loi du genre aujourd'hui. Donc le climat va être un facteur, pour moi, je parle sous le contrôle de la science également, mais je pense que c'est un agent de transformation vraiment en profondeur sur beaucoup de sujets. La technique, la durée, l'intégration du temps, et la manière aussi de la relation qu'on devra avoir avec nos assurés, mais aussi les autres parties prenantes que peuvent être les collectivités territoriales,
les élus, donc, l'État, les associations. Enfin voilà, c'est une façon un peu différente de faire notre boulot, mais qui va devenir passionnante, parce que du coup, voilà, on va développer de l'intelligence collective. Donc, finalement, pour les assureurs, d'être beaucoup plus dans le service, dans l'accompagnement, et peut-être encore plus en amont du sinistre que ce qui est fait actuellement. Je pense, alors ça c'est une vraie bonne question. Je pense que la prévention va devenir clé. Elle l'est déjà quelque part. La difficulté qu'on peut observer aujourd'hui, alors en tout cas ce que moi je vois voilà, chez nos collègues assureurs, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de recette miracle pour monétiser l'acte de prévention. Dans la plupart des compagnies, c'est une charge technique. Hein, c'est l'euro que vous dépensez en termes de prévention, bim, vous le prenez dans l'année. Et on sait que la prévention, selon les secteurs, que ce soit la santé, le retour, ça peut être 5, 10, 15, 20 ans. Enfin, je veux dire, voilà, si une activité physique, vous aurez des gains techniques qui vont s'exprimer sur 15, 20, 30 ans, voire beaucoup plus, parce que vous avez augmenté potentiellement la résilience physique de votre assuré. Sur l'auto, sur l'habitation, c'est des ratios qui sont plus courts, 2, 3, 4, 5 ans maximum. Et donc, lorsque les compagnies investissent en matière de prévention, il y en a qui le font très régulièrement. Je ne citerai pas, mais certaines marques présentes ici le font très très bien depuis longtemps. Voilà, l'entreprise décide pour des raisons de performance financière de dire ouais, bon là on va peut-être faire un petit peu de réduction de coûts. Donc c'est les premiers budgets qui sont impactés en général, parce que voilà. Or c'est des investissements qui sont sur la durée, si on actualise le gain futur, qui sont très rentables. Ça on le sait. On le sait. Simplement, il n'y a pas la continuité de l'engagement qui permet d'en tirer tous les bénéfices. Et c'est pas très très bien piloté d'un point de vue statistique. En tout cas, de ce que j'en vois, peut-être que c'est moins vrai chez certains. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est on ne sait pas bien tirer les revenus et le monétiser. Quelle valeur je peux faire dégager à mon client en disant je t'engage à faire ça, ça coûte un peu, je vais mettre un peu d'argent, mais toi aussi. Et comment je fais en sorte d'en tirer des revenus qui ne sont pas forcément liés à la baisse de sinistralité à venir. Ou alors c'est quelque chose d'inédit qui n'existe pas. Il faut intégrer ça dans une assiette fiscale en disant chaque euro investi en matière de prévention, j'ai un droit d'amortissement sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc, je bénéficie en actualisant mes gains futurs, le fait que ça ne me coûte pas 1 euro par an, mais beaucoup moins. Et donc, ça, c'est des choses qu'il va falloir discuter, y compris avec les pouvoirs publics, qu'il va falloir modéliser. On rencontre assez souvent, évidemment, nos interlocuteurs, y compris la direction générale, Trésor, etc. Et ils disent « Ah, mais vous voyez, vous dites, Monsieur Garot, donc la prévention, c'est rentable. » Vous me le dites, sauf qu'en matière de politique publique, chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Il y en a un qui va faire l'auto, l'autre qui va faire de la santé, l'autre qui va faire de la prévention des risques X ou Y. Il n'y a pas de politique massive de suivi et d'engagement sectoriel sur tel ou tel sujet. Donc, pour avoir un plan pluriannuel, quinquennal, sur la mobilité, la performance énergétique et d'autres, qui nous permettraient effectivement d'avoir un effet massif et en dire, ben voilà, dans le plan, cette année, pour ce quinquennat-là, c'est 3 ou 4 sujets sur lesquels vous pouvez investir en matière de prévention et sur lesquels vous pourrez amortir. Bon. Voilà, ça, c'est typiquement le type de sujet où on voit bien que l'assurance et climat, tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, il faut aussi ouvrir en disant on n'a pas la solution. On est partie prenante de la solution, mais on n'est pas la solution, la seule solution. Et donc, il va falloir élargir à d'autres partenariats, la science, la politique, les politiques, les élus, et puis surtout nos clients. Il faut qu'ils soient vraiment au cœur et qu'ils se sentent concernés, parce qu'à terme, c'est ce que vous disiez tout des débuts, on va se poser des questions d'assurabilité. C'est-à-dire que notre métier, c'est de préserver la mutualisation. Si cette mutualisation n'est pas possible, il n'y a plus d'assurance. On passe dans autre chose, on sort de notre métier. Or, notre métier, fondamentalement, il est bien là, c'est de maintenir cette mutualité qui est fondamentale. Sinon, on ne vit pas en société. Je pense que l'expression d'une démocratie, elle est parfaite. L'assurance la représente très bien, de mon point de vue, sans faire aucun mélange politique. Mais je trouve que c'est presque la vision la plus technique de la démocratie qu'on pourrait avoir si on prenait un peu de recul et si j'osais me le permettre, ce que je ne fais pas. Mais du coup, finalement, avant même de parler de s'assurer contre les risques liés au changement climatique,
et comme on parlait aussi, donc on parlait de la prévention, mais est-ce qu'il y a aussi une manière d'un peu plus... Est-ce que vous pensez déjà que les assurés eux-mêmes en fait, sont déjà conscients de leurs risques, puisque pour être dans la prévention ou être dans l'assurance, il faut déjà en avoir conscience. Et est-ce que vous pensez que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que les entreprises, elles ont conscience de leurs risques? J'ai partiellement en fait un peu répondu à la question. Je pense qu'on a enfin, ça c'est mon point, mais je pense on a des progrès à faire en matière de culture de risque, clairement. On peut avoir conscience de quelque chose, on n'a pas forcément conscience de l'impact que ça peut avoir à l'instant T et dans la durée. Je parlais de la santé, mais le climat c'est pareil. Il y a des contractions des sols. Il y a des techniques qui permettent de limiter, mais pas tant que ça en fait. On sait très bien où ça se situe, la nature des sols, où les choses sont possibles. Moi, je pense que la première chose à faire, et je pense que là pour le coup, le secteur est plutôt bon sur on va dire entre guillemets des risques liés au climat, mais entre guillemets simples, parce que c'est jamais simple, mais on sait cartographier des choses. Sur les zones où vous avez des contractions de sol, les zones où il peut y avoir des submersions, les zones où il y a une pluviométrie anormale, tout ça, on commence à vraiment un petit peu mieux le sentir. Et donc là où je pense que, et on le fait déjà d'ailleurs, nos entreprises respectives le font déjà, c'est-à-dire de pouvoir fournir en fait à nos assurés la liste de tous les drames dans lesquels, au mètre carré, il est exposé, et donc d'essayer d'analyser avec lui toutes ces vulnérabilités, qui sont des vulnérabilités liées au climat, aux phénomènes météorologiques extrêmes, etc. Les vulnérabilités qui sont aussi liées à la fragilité des sols. Enfin voilà, on est en capacité de lui dire voilà, tous les drames et dire voilà, en face, il y a des choses qui sont assurables, puis d'autres qui ne sont pas assurables. Et sur les choses pas assurables, comment et là, on a un rôle de conseil, et ça peut être une des pistes de consulting plus à définir, parce que voilà, ça ne peut pas être gratuit, ça a un coût. Comment on peut le monétiser et en tirer des revenus au profit bien compris de toutes les parties, que ce soit celle de l'assuré d'abord, du territoire ensuite et de l'assureur. Et donc derrière, d'accroître cette culture du risque par un accroissement de la connaissance. Et je pense que voilà, je sais que ça existe de plus en plus, c'est pas encore complètement répandu, donc je pense que ça, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit développé, parce que ça va favoriser l'acceptabilité et l'acceptation du pourquoi. Il y aura des augmentations de primes qui seront inévitables. C'était enfin, peut-être pas dans ces proportions, mais en tout cas, voilà, la tendance, elle est plutôt comme ça, à la hausse. Et il va falloir faire de la pédagogie et de l'acceptabilité. Si les gens ne comprennent pas pourquoi ça augmente, ça va être très compliqué pour nous, et ça sera très compliqué. On va pas se taper des gilets jaunes, verts, bleus tous les ans, ça va pas être possible. Et donc, il va falloir que nous aussi, en tant qu'assureurs, nous investiguions, nous diffusions, nous informions, nous éduquions nos clients et les autres parties prenantes. Et je citerai les élus et un certain nombre de gens sur ces sujets. Ils ne sont pas forcément plus techniques que nos clients. Il faut aussi leur expliquer et faire cette pédagogie. En fait, oui, effectivement, ce que je voulais vous demander, c'était plutôt... on associe beaucoup les changements climatiques, etc., à, justement, comme l'évoquait tout à l'heure François Lanavert, aux vignerons, par exemple, avec le gel. Ma question était plutôt, est-ce que certaines entreprises ont une vision du changement climatique trop éloignée par rapport, en fait, à la fourniture du service par exemple, au final, comme on est dans un monde très globalisé actuellement, mondialisé, quelqu'un, je ne sais pas, une entreprise qui va faire, je ne sais pas, qui va vendre des glaces, mais qui se fournit, par exemple, en Italie, peut quand même être impacté en fin de chaîne par un changement climatique, par des problèmes climatiques liés en Italie, et il ne va pas forcément y penser de suite parce qu'il se dit, moi, je ne suis pas impacté par le changement climatique parce que je vends juste des glaces. C'est plutôt dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous avez... Oui, je pense qu'on ne rencontre plus d'entreprises qui ont la stupidité intellectuelle de reconnaître qu'elles ne sont pas du tout impactées par ça. Personnellement, moi, je n'en ai jamais rencontré. En revanche, je crois qu'il y a un frein psychologique. Il y a toujours un frein psychologique les choses sont tellement problématiques, paraissent tellement difficiles à surmonter, et encore, on n'a pas encore parlé du coût de ne rien faire. Je pense qu'on va en parler plus tard, du coût de ne rien faire. Finalement,
restons les bras croisés, il vaut mieux ne rien faire. Non. Mais il y a un frein psychologique pour passer à l'action et pour considérer ces aspects-là. Le premier, si je parlais tout à l'heure de stupidité intellectuelle aussi, c'est que le monde de la finance a basculé. Le monde de la finance aujourd'hui est très très clairement en train de dire, là il y a eu les stress tests, là, toutes les banques ont fait des stress tests de leur portefeuille de crédit. Le monde de la finance aujourd'hui dit aux entrepreneurs, vous voulez lever de l'argent, vous voulez que je vous finance, dites-moi comment vous allez vous porter dans 5 ans, dans 10 ans. Vous voulez lever de l'argent pour créer des infrastructures, reconstruire un pont, vous le reconstruisez comment le pont? Est-ce que vous êtes dans le build back better ou est-ce que vous allez le reconstruire à l'identique? Qu'est-ce que vous prenez en compte dans vos projections pour ça? Alors, on ne peut pas résister très longtemps aux besoins de financement, parce qu'une entreprise est fondamentalement une structure économique qui a besoin de financement pour croître, pour développer ses marchés. Donc, elle a besoin de s'adresser au secteur bancaire, au secteur du private equity, de l'investissement au sens large. Et tous ces gens-là, on les rencontre beaucoup, tous ces gens-là ont basculé du côté de j'ai besoin de savoir quel est votre impact climat à horizon 2030-2050. Je dois faire un reporting moi-même à mes actionnaires. Donc la pression, elle va venir des actionnaires, elle va venir aussi des pouvoirs publics. La CPR, c'est un pouvoir public. Hein. C'est la CPR qui a dit aux assureurs et aux banquiers, messieurs, mesdames, faites vos stress tests. Du coup, on va revenir sur le climat avec Christelle. Donc, à votre avis, si on a entendu un peu toutes les conséquences financières, si je puis dire, que peuvent avoir le climat, donc qu'est-ce qui va se passer à l'avenir si on ne fait rien au niveau du climat? Eh bien, Audrey, les scientifiques créent ce qu'on appelle des scénarios climatiques, des scénarios qui représentent l'évolution des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et des émissions, et aussi, on les appelle les RCP et aussi les SSP, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et aussi, à côté de ces émissions, il y a le développement socio-économique qui amène à ces émissions, et aussi des scénarios qui portent sur l'atténuation. Donc tout ça, ça permet d'avoir une vision de comment va évoluer le climat. Ensuite, on fait tourner des modèles de climat qui se basent sur ces scénarios et on peut voir comment va évoluer le climat d'ici la fin du siècle. Donc par exemple, si on est dans un scénario qui est qu'on appelle business as usual parfois, mais qui dit qu'on ne va pas restreindre nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on va continuer comme aujourd'hui, on pourrait être amené à la fin du siècle à avoir un réchauffement global de température de 5 degrés. Et donc avec ça, tout un tas de perturbations et de phénomènes extrêmes d'intensification dont je parlais tout à l'heure. Il y a un rapport intéressant de Swiss Re qui est paru, je pense, il y a quelques semaines, qui indique que si on ne fait rien, les pertes économiques, les pertes de production économique pourraient être amenées à être réduites de 10 à 14% d'ici 2050. Ça correspond à 23 000 milliards, je crois, à peu près de dollars. Donc c'est pour ça qu'on a signé en 2015, lors de la COP21, en disant qu'on allait, les États s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour rester en dessous de cette barre des 2 degrés. Via les accords de Paris. Les accords de Paris, oui. Et du coup, François Garot, qu'est-ce que vous, donc, en tant que membre de la FFA, qu'est-ce que ça vous évoque, du coup, les accords de Paris, justement? C'était un très bon point de départ, puisque ça a permis une prise de conscience planétaire et un engagement avec un petit interlude de 4 ans aux États-Unis. Une prise de conscience, ce qui vient d'être dit est très clair sur le coût de l'inaction, 23 000 milliards de dollars, c'est l'impact direct en perte de PIB. Et donc on voit bien aujourd'hui que le coût, les investissements et les mesures à financer pour limiter l'impact du changement climatique, pour permettre une meilleure adaptation de nos environnements, pour permettre de l'atténuation sur les populations les plus vulnérables, parce que c'est toujours pareil. Nous, on voit que ça nous coûte très très vite très cher dans nos sociétés riches, parce qu'on le citait tout à l'heure, il y a un phénomène de concentration de richesse, mais si on regarde dans les populations du Sud, les impacts que ça a en matière migratoire, on en parlait tout à l'heure en aparté sur les phénomènes de migration entre l'Afrique subsaharienne et, par exemple, la migration les plus récentes qu'on a eues en Europe avec les Syriens, ces 3 ans de sécheresse, une migration des populations dans les faubourgs de Damas, une captation
par un certain nombre de gens pas forcément très bien intentionnés, qui ont donc permis de pousser en fait des millions de personnes en Turquie et une partie en Europe. Et ça, c'est que le début de l'affaire. On en a des dizaines de millions en Afrique subsaharienne et qui sont passés à l'état de sécheresse à zone aride. C'est-à-dire qu'on parle de zone aride, il n'y a plus rien qui pousse. Sur le bord de la Méditerranée, l'acidification, ça détruit toutes les chaînes, ça dilue, ça fait monter la flotte, mais en plus, ça tue le phytoplancton qui tue le plancton, et donc ça détruit toute la chaîne alimentaire. Sur la façade méditerranéenne, il y a des zones de mer mortes, mais, où il y avait la vie, il n'y a plus de phytoplancton, le climat joue pas complètement, il y a aussi beaucoup de pollution d'ordre chimique, malheureusement. Mais on est en face, c'est une concentration de ces phénomènes où le climat, évidemment, est un facteur aggravant. Et donc, cette prise de conscience liée à la COP, il n'est pas suffisamment, en tout cas, si on écoute nos amis des différentes ONG, il n'est pas très contraignant. C'est-à-dire, on ne va pas nous déclarer la guerre parce que, alors, il commence à y avoir une judiciarisation. On voit qu'un certain nombre de collectifs, d'individus commencent à porter plainte. On a vu en Allemagne qui condamne même l'État. D'ailleurs, vous n'agissez pas suffisamment et donc on vous condamne à agir. Et donc là, ça commence un petit peu à bouger de ce côté-là. Et donc, les fondements juridiques reposent sur la COP21. On le voit en France. Alors, il n'y aura peut-être pas d'inscription dans la Constitution, si j'en crois la presse récente, sur le climat et l'environnement. Mais en tout cas, on voit bien que cette judiciarisation en fait, de ces enjeux pose la question de leur assurabilité. Si c'est ce qu'on peut assurer ça, comment on l'assure, est-ce qu'on assure les conséquences? Après, c'est le juge, et donc si on veut se prémunir de ces conséquences, il faut que nous, on soit très très bons et qu'on ait été très clair sur l'impact potentiel d'une inaction sur un certain nombre d'activités, que ce soit parce qu'on a la double peine, que ce soit nous en tant qu'investisseurs, la casquette d'investisseur, ou notre deuxième casquette, c'est pour ça que je parle de double peine, en tant qu'assureur. Et donc la COP a permis cette prise de conscience, elle a permis cette prise de conscience au niveau des états-majors, au niveau, je dirais, de notre secteur, qui a pris un certain nombre de positions fortes, notamment dans le désengagement du charbon. Je pense que là, il y a toutes les compagnies, a priori, 95% ont des politiques de décarbonation et en tout cas de sortie du charbon, très clairement. Et on va voir que demain, on va parler de l'oil and gas, donc ça va être des sujets sur lesquels il va falloir qu'on se positionne collectivement, individuellement, ça, il faut aussi, c'est plus compliqué. On va avoir des sujets, quand on parle de science et de carbone, le carbone, ce n'est pas une donnée théorique, le carbone, c'est une donnée physique. Quand je dis je sors du charbon, d'accord, je désinvestis ou je n'assure plus du charbon. Les capacités d'assurance mondiale sont telles encore aujourd'hui que le charbon, il ne disparaît pas, il est encore là. Et donc, c'est quoi la réalité de l'impact de ma stratégie de décarbonation si derrière, je mets le carbone sous le tapis, mais bon, en fait, il existe toujours. Et donc, c'est toutes ces politiques qui commencent à être extrêmement structurées, avec des coalitions qui commencent à être structurées, d'accompagnement, d'engagement actionnarial vis-à-vis des entreprises. Et on n'est pas là pour censurer les boîtes, on est là pour les accompagner et donc de définir des trajectoires. Quand demain on parle d'assurance paramétrique, il y a des seuils, et bien, il va falloir qu'on définisse avec les entreprises, que ce soit en tant qu'assureur ou en tant qu'investisseur, des seuils, en disant au-delà duquel il n'y a plus d'assurance, au-delà duquel on sort. Et donc, quelle est votre trajectoire pour ne pas atteindre ce seuil ou le dépasser si c'est dans le cas positif. Et donc, cette COP, elle a cristallisé ces sujets, elle n'a pas répondu à tout, on voit bien les difficultés d'application. Pour la France, c'est 0,8% du CO2. Si on rajoute tout ce qu'on importe, on est à 11 ou 12%, parce que voilà, les produits CO2, il est fabriqué en Chine, on l'importe le CO2, on ne le fabrique pas, mais on l'importe. Et donc, on est tous responsables par rapport à ça. On parlait de croissance économique inférieure à la croissance des primes, mais la croissance économique, elle ne peut pas être infinie. Chaque point de croissance aujourd'hui est porteur il consomme de l'énergie, et donc ça génère du CO2. Et donc, il faut savoir, voilà, est-ce qu'on va rentrer dans une économie de frugalité? Je ne me transforme pas en disant ça en écolo éclairé du Larzac, ce n'est pas mon propos. Et je vais dire, voilà, comment collectivement et individuellement, on peut faire des gestes pour essayer de transformer, d'accompagner aussi les entreprises. Elles doivent continuer à gagner de l'argent, ce n'est pas le sujet. Ça, tout le monde le dira. Il faut rémunérer les actionnaires, ce n'est pas le sujet, ou les sociétaires. Mais comment on fait pour le faire de manière rationnelle, en pensant le rôle sociétal de l'assurance est beaucoup plus large que simplement l'assurance auto ou habitation que les gens voient. On va plus en profondeur. Et de ce point de vue-là, je pense que la FFA, là, c'est pas une nouvelle, mais on a créé il y a quelques semaines donc le conseil exécutif de la FFA, donc c'est la somme de tous nos dirigeants du secteur,
ont donc décidé de créer un comité de durabilité qui va fonctionner de manière transversale, parce qu'on a considéré que ça ne pouvait pas être que la commission du développement durable que je préside, mais que c'était des problèmes qui sont tellement complexes, qui touchent toutes les fonctions support, les business units des entreprises, et qu'il fallait une unité transversale pour accompagner, que ce soit les assurances de personnes, que ce soit même le digital, que ce soit les assurances de dommages, évidemment, avec la Cadora, que ce soit le juridique, et que tous ces gens devaient partager un certain nombre de préoccupations, d'enjeux, pour pouvoir trouver des solutions collectives, sachant que la frontière, c'est le domaine concurrentiel, ce qui est complètement logique. Et donc là, je pense que pour le coup, on est sectoriellement, moi je vois par rapport à mon ancien métier de banquier, alors, je ne dis pas ça contre les banquiers, évidemment, mais on est vraiment en avance sur la banque. Et là, pour le coup, je pense qu'en termes de gouvernance, on a un petit cran en avance et ça va plutôt dans la bonne direction et plutôt dans le sens de la coopération, parce que les sujets, les solutions, ne s'appartiennent pas à une entreprise. Sur certains dossiers, c'est un peu comme l'Europe, il y aura besoin de coalition d'assureurs sur certains sujets, parce qu'un assureur tout seul, aussi puissant soit-il, et on en a quelques-uns, ne pourra pas trouver et le financement, et la compétence, et la couverture nécessaire pour pouvoir continuer à gagner l'argent, tout simplement. Et si vous me permettez, c'est très excitant pour une école qui forme des jeunes à l'assurance, au métier de l'assurance, parce que du climat, vous allez en trouver naturellement dans les assurances dommages. On l'a abordé, mais en responsabilité civile du dirigeant. Demain, un dirigeant qui s'est engagé sur un bilan carbone et il ne respecte pas son bilan carbone, quelle est sa responsabilité? Donc, toutes les branches de l'assurance, la santé, une école qui forme les jeunes au métier de l'assurance, demain, avec le climat, va trouver des terrains d'application considérables. Et c'est passionnant que des jeunes étudiants aujourd'hui qui vont connaître ce monde. Alors, les plus chanceux connaîtront le monde de 2100 en termes de pyramide des âges. Bon, voilà. Mais sinon, je rappelle qu'en 2100, Henri de Castres, en 2015, Henri de Castres disait, qui était à l'époque PDG d'AXA, il disait un monde à plus 4 degrés, c'est un monde qui n'est pas assurable. 2100, d'après l'étude de Météo France, on est à plus 3,9 degrés. Vous voyez, en moyenne. Donc, il y a des défis extraordinaires qui se posent pour les étudiants aujourd'hui. Oui. Est-ce que justement, du coup, vous trouvez que c'est difficile de mobiliser, que ce soit les employés d'une compagnie d'assurance sur ce sujet? Là, c'est une question que je pose un peu à tout le monde, mais... Moi, quand j'interviens des fois auprès d'entreprises, ce que je me rends compte, c'est que les risques climatiques restent encore des fois un peu abstraits pour les entreprises, que ce soit les risques physiques liés aux dommages, aux pertes d'exploitation, à la supply chain, mais aussi les risques de transition liés à la décarbonisation, au changement de régulation, etc. Tout ça, ça reste encore un petit peu abstrait dans les entreprises, mais il y a un vrai... mouvement de la société civile qui réactive tout ça. On voit qu'il y a des marches pour le climat comme celle de hier qui sont organisées. Il y a une étude aussi de Kite Insight qui dit que 75, ça a été mené en France et en Grande-Bretagne, qui dit que 75% des salariés des entreprises sont prêts à l'action aussi par rapport au changement climatique dans le cadre de leur travail. Donc ça, c'est assez encourageant. Et d'ailleurs, on a lancé une initiative qui s'appelle la Climate School, qui permet aux dirigeants RSE des entreprises de former leurs salariés sur ces sujets-là. Et en l'espace de 2 semaines, on a déjà une centaine d'entreprises qui ont émis l'intérêt et des salariés qui sont venus aussi nous demander plus d'informations sur cette Climate School pour pouvoir se former. Donc il y a une vraie prise de conscience là-dessus, sur ces enjeux dans les entreprises, à mon avis. Voilà. Moi, je partage en tout point ce que vient de dire Christelle, et j'ai envie de dire aux étudiants et aux étudiantes, quand on parle de développement durable et d'assurance, c'est juste un gros pléonasme. On parle de la même chose, en fait. Et une fois qu'ils auront entendu ça, s'ils n'ont pas déjà fait le lien, ils ne vont plus jamais l'oublier. Le métier d'assurance, il est impacté partout. On vient de l'expliquer. Je vais faire un pléonasme affreux, mais la vastitude de l'impact du climat sur notre activité. Mais le vieillissement, la démographie de la population, ça aussi, ça impacte énormément notre métier. Les découvertes technologiques, la profusion du numérique dans
toutes les activités humaines, les mouvements sociaux, les mouvements politiques, enfin, tout ce qui se passe, il n'y a pas un sujet qui impacte directement ou indirectement nos résultats techniques. Et donc cette vision holistique qui rend notre métier, je le pense, passionnant, va aussi rendre passionnant, je dirais, la façon dont on va le transformer dans le temps. Et donc parler de développement durable et d'assurance, c'est la même chose. En fait, moi, si j'entends, et ça m'est arrivé, je me fâche jamais, mais ça m'est arrivé de temps en temps de me fâcher, quand j'entends quelqu'un qui me dit « moi, le climat, je m'en fous », ou le développement durable, c'est juste un truc sympa, écolo, pour recyclage de je sais pas quoi, je dis c'est juste une faute professionnelle aujourd'hui. Parce que c'est cette absence, entre guillemets, de conscientisation ou cette négligence intellectuelle de vision holistique, et c'est plus grave de mon point de vue, il nie même l'essence de ce pourquoi on le paye, en fait. Et ça rend les choses compliquées. Merci la science d'être là pour aussi nous apporter les bonnes directions, la bonne compréhension. Mais ça veut dire aussi qu'on va avoir un besoin de créativité, on va avoir un besoin de pédagogie, on va avoir besoin de communicants aussi, qu'il va falloir l'expliquer. Et on va avoir besoin de consultants dans tous les domaines. Enfin, ça va transformer. Moi, je pense que je n'ai pas d'expertise en RH, mais ma conviction, c'est que 80% des métiers, on le dit d'une manière générale, à horizon de 20 ans, ou même de 10 ans, je crois que c'est 10 ans, n'existent pas encore. Dans l'assurance, je pense que ça sera 100%. On aura toujours des actuaires, ils ne vont pas disparaître, on aura de plus en plus de data scientists, on aura de plus en plus de tout, et sur des périmètres et des registres qui n'existent pas. Et donc les fondamentaux acquis à l'école, ils sont importants, il faut les maîtriser, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Et voilà. Mais je pense qu'il va y avoir une série de nouveaux métiers, de nouvelles missions, de nouvelles soft skills qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de gens capables d'animer des collectifs, d'animer les dialogues avec toutes les parties prenantes. C'est des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc, voilà, ça offre des opportunités fabuleuses. Et le climat, encore une fois, c'est la Queen Matrix. Il ne faut pas l'oublier, c'est une donnée physique. Il faut toujours garder un œil sur elle, parce que si on l'oublie, lui, il ne nous oublie pas. Et donc, je pense qu'on est très, très vite rattrapé par la patrouille. Merci beaucoup. Oui, c'est très vrai, tout ce qui est dit au niveau de... Moi, j'ai plus une vision aujourd'hui de travailler avec les intermédiaires. Les intermédiaires d'assurance aujourd'hui, une grande partie commence à prendre conscience de ce rôle d'aide des entreprises sur la partie holistique. Et il y a aussi une partie des intermédiaires, et je trouve ça très enrichissant, qui décident d'y aller aussi par engagement. Et par engagement pour rendre leur métier beau. Ça rend, ce que vient de dire François, ça donne du cœur à l'ouvrage de se dire, quand je vais chez un client, il y a la vision courtier en assurance, je vais chez un client lui piquer de l'argent pour faire des primes. Il y a la vision, je vais chez un client avec ma mallette pour discuter des risques et préserver sa pérennité. Et ça rend vraiment le métier enrichissant, valorisant. Et à titre personnel, moi, voilà, j'ai 20 ans d'expérience, c'est pas énorme. Et c'est vraiment ce qui rend au quotidien mon métier enrichissant, c'est ça. On ne travaille pas pour rien. Bon, donc, merci beaucoup. On arrive sur la fin de notre conférence qui était très riche, très, très intéressante. Du coup, qui laisse, je l'espère, nos étudiants dans un avenir prometteur, parce que comme le disait François Garot, François Lanavert et également Christelle, finalement, ce changement climatique entraîne de nombreux enjeux. Il va entraîner très certainement une forte sinistralité. Cependant, il permet une modification en fait, du milieu de l'assurance. Donc l'assurance devient un développement durable, l'assurance devient un accompagnant, un vrai partenaire finalement de l'assuré. Et il va permettre finalement d'être maintenant plus dans la prévention que dans le simple paiement d'un sinistre. Et donc ce qui donne finalement foi en l'assurance et ce qui donne une belle image au final de l'assurance. Et donc très excitant pour nos chers étudiants actuellement en assurance. Donc je vous remercie une fois encore pour toutes ces informations, pour cette belle conférence. Je remercie encore l'ENAS et le musée. Et puis à très bientôt, je l'espère.